Est-ce que les Ouais, chiffres, ils sont à jour avec la nouvelle vous tout à fait. hésitiez, vous avez ah oui, donc ça c'est une annonce là, c'est en première alors? Voilà, c'est ça. Vous avez, voilà, on va présenter en avant-première, Ah oui. alors pas in extenso, hein, l'ensemble des résultats, parce que là on a une vingtaine de minutes ensemble, mais effectivement en avant-première les résultats de l'édition 2020. Et bon, je ne vais pas faire de teasing, mais voilà, je vais peut-être mettre un petit pavé dans la mare par rapport à voilà, tout ce qu'on a pu dire précédemment, Ah, parce que la réalité perçue par les professionnels est un peu différente. Donc aujourd'hui, effectivement, Xavier m'a invité pour faire un focus plus particulier sur toute la partie repérage amiante avant travaux sur voirie. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, juste présenter très rapidement Protis. Protis, nous sommes l'opérateur numérique de référence en matière de démarches administratives à proximité des réseaux. On est notamment connu au travers de la solution DT Protis.fr, pardon, pour répondre à tout ce qui est la réglementation anti-endommagement des réseaux, réglementation DT DICT. Donc on propose une gamme de services innovants pour l'ensemble de ces professionnels, les maîtres d'ouvrage, entreprises de travaux, opérateurs de repérage, exploitants de réseau et collectivités locales. Et depuis 2016, la directe en a parlé, M. Klein, effectivement, avec l'arrivée de la loi travail et la loi dite El Khomri, il y a, sans mauvais jeu de mots, il y a eu un nouveau caillou dans la chaussure avec cette problématique amiante. Et donc, voilà, on a développé une nouvelle solution pour permettre d'accompagner l'ensemble de ces professionnels sur l'instruction sur risque amiante qui s'appelle Diamatis. Voilà, solution qui permet de simplifier les échanges, mais qui n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui. Donc, effectivement, Xavier m'a demandé de partager avec vous 3 points. Un, la présentation des résultats d'un baromètre que l'on réalise tous les ans. 2, faire un petit focus sur la réglementation amiante voirie. Alors, je pense que je passerai peut-être un peu plus rapidement parce que dans le cadre de la table ronde, vous avez eu quand même l'occasion de partager assez largement sur ces éléments. Et 3, revenir sur du coup les nouvelles responsabilités induites par ces évolutions réglementaires. Donc, concernant le baromètre, c'est un baromètre que l'on réalise tous les ans avec Harris Interactive depuis 2018 et qui a pour objectif vraiment pour nous de suivre finalement l'évolution de la perception du risque amiante par l'ensemble des professionnels. Donc, on l'a réalisé cette année en juillet 2020 et forcément dans un contexte très particulier de crise sanitaire. Et je le précise parce que bon, ça a eu un impact finalement très fort, et quand on a échangé sur le résultat avec Harris, par rapport aux résultats précédents. On l'avait réalisé en 2018 pour la première fois, et on avait vu que finalement, pour l'ensemble des professionnels, la perception à la fois de leur rôle, même du risque amiante en tant que tel, ou de leur pratique, voilà, était assez flou, assez bas. En 2019, on avait constaté vraiment une réelle évolution, une réelle montée en puissance. Et là, on va voir que les enseignements que l'on tire en 2020 ne sont pas du tout dans cette lignée. On aurait pu s'attendre à ce que toutes les choses continuent de s'améliorer, et pas du tout. Donc, les 3 enseignements clés que l'on tire de ce baromètre, euh, premier enseignement clé, c'est le fait que la crise sanitaire a très fortement impacté les organisations. On leur a demandé voilà, si la crise du coronavirus avait eu un impact important sur différents items. Alors, priorité sur l'avenir et niveau d'activité. Voilà, on peut imaginer aisément qu'effectivement pour les professionnels, ça a eu un impact dans les travaux publics. Hein. On a bien tous lu ou entendu les notes de conjoncture de la FNTP notamment. Mais également un impact important dans le process de travail, puisqu'il y a quasiment les 2/3 des répondants, des professionnels, voilà, qui ont jugé que ça avait un impact. Alors, impact à quel niveau? Eh bien, en fait, un impact assez fort sur finalement l'élaboration du processus de repérage amiante. Donc, les intervenants de la table ronde en ont parlé précédemment. Hein. Il y a l'ensemble d'un corpus réglementaire qui se met en place, voire même pour la norme bâtie, Monsieur Klein l'évoquait, c'est déjà en place. Et on voit que pour autant, il y a une régression de la part de l'ensemble des parties prenantes, de la part de l'ensemble des professionnels dans cette appropriation. On était en 2019 à 38% qui avaient un processus en place, et on n'est plus qu'à 32% en 2020. Comment ça s'explique? En fait, c'est que les priorités finalement
justement de ces différents professionnels a été très fortement modifié. Je sais que nous, on a eu par exemple l'occasion d'échanger avec pas mal de directions QSE qui normalement étaient les référents au sein de des différentes sociétés ou collectivités pour mettre en place ces processus inhérents à l'alimentation amiante. Et ils nous ont dit non, non, mais j'ai plus une seule seconde pour travailler sur ces sujets. Je dois mettre en place les protocoles, suivre les évolutions réglementaires. Voilà, vous avez tous entendu parler du guide Covid publié par l'OPPDP. Donc finalement, l'ensemble des professionnels se sont détournés de leurs obligations habituelles, et donc notamment sur l'amiante, pour se concentrer sur les impacts Covid. Et on voit d'ailleurs que tout en bas, là, nous comptons sur nos partenaires externes pour établir ces processus. C'est qu'ils se disent, voilà, je dois me focuser sur cette crise sanitaire et sur les impacts amiantes. Je vais peut-être plus faire appel à des conseillers ou des prestataires externes pour m'appuyer là-dessus, parce que moi, je dois me recentrer sur d'autres éléments. Ce qui fait que ça a eu un deuxième impact insidieux. Autant l'an dernier, on voyait qu'il y avait un professionnel sur deux qui avait entendu parler justement des normes et arrêtés dont la table ronde a largement débattu précédemment. Et là, à notre grande surprise, il y a encore une fois un pas en arrière. Ils ne sont plus que 40% à être au courant et suivre le sujet de près. Là encore, même conséquence que sur l'explication de la slide précédente, c'est que les gens, les professionnels n'avaient plus le temps, l'occasion de suivre ces éléments. Ils ont dû se reconcentrer sur voilà, la crise sanitaire qui a finalement pris la grande majorité de leur temps et de leurs préoccupations. Et troisième incidence, alors là, un peu plus surprenante, c'est que finalement, on constate, donc la question, c'était comment évaluez-vous les risques pour les professionnels impliqués dans ces travaux, selon le type de substance. Alors là, j'ai fait un focus sur l'amiante, parce qu'on analyse également la perception des professionnels sur la silice, le plomb, les HAP. Et là, on voit que sur l'amiante, il y a une régression pareille. Finalement, 30% des professionnels jugent le risque amiante comme un risque faible, alors qu'il n'était que 25% l'an dernier. Alors, peut-être petite pause, petit arrêt sur ce sujet. Déjà, on pourrait être surpris de se dire qu'il y a une partie de la population, enfin des professionnels, qui jugent le risque amiante comme un risque faible. Il faut savoir que dans le panel des répondants, il y a à la fois des professionnels qui travaillent dans le bâti, mais également des professionnels qui travaillent sur la voirie. Et là, j'aurai l'occasion d'y revenir après quand je ferai un petit point sur les évolutions réglementaires. Mais sur le domaine d'activité 2, donc sur les travaux concernant la réalisation de repérage avant travaux sur la voirie, effectivement, on peut voir qu'il y a certains professionnels qui parfois ont l'impression qu'on en fait peut-être un peu trop parce qu'on n'est pas dans un milieu fermé, on est en plein air. Modulo ce point, on voit quand même que par rapport à la crise Covid, les professionnels se sont dit finalement mon risque Covid il est plus important et donc paradoxalement je trouve que le risque amiante est plus faible, d'où cette notation en baisse. Donc premier enseignement, voilà, la crise sanitaire a fortement impacté les processus. Et deuxième enseignement, ce qui fait que dans la pratique, dans les faits, il y a eu un impact dans la réalisation, finalement, in fine, des chantiers. Là, la question, c'était avez-vous l'impression que votre entreprise ou collectivité applique la réglementation en vigueur concernant les travaux de voirie? Et pareil, entre 2018 et 2019, on avait eu une belle progression, parce qu'il y avait en 2018 que 9% qui jugeaient respecter la réglementation dans 100% des cas, et on était monté à 16% en 2019. Et donc, on s'attendait à ce qu'en 2020, à l'aube de la sortie justement de la norme, des arrêtés,
ces chiffres aillent augmentant. Et là, on voit vraiment qu'il y a eu un arrêt, puisqu'on est cette année à 17%. Donc, on va dire que les processus qui avaient été mis en place au sein des sociétés sont restés tels quels, mais qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans l'appropriation de ces nouveaux enjeux réglementaires. Et troisième enseignement, c'est ce souhait finalement des professionnels de quelque part de mettre en pause, de ralentir la pression réglementaire. Alors je sais que c'est en opposition avec justement ce qu'on a vu dans la table ronde ou le fait que il y ait encore une norme, un arrêté qui arrive, mais là, ça n'est que la retranscription des chiffres, hein, mais très clairement, et quand on échangeait avec Harris Interactive, voilà, ils disent passer de 67% à 47%, c'est quand même moins 20% en 2 ans. Et donc, c'est vraiment que les professionnels souhaitent mettre, souhaitent mettre une pause en se disant, finalement, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont sorties. Il y a la loi, il y a le décret. Le fait qu'il y ait aussi cette baisse, c'est comme il a été dit précédemment, hein, c'est qu'il y a déjà une partie des normes et des arrêtés qui sont sortis. Et donc, mettons-nous à la place d'une personne qui répond, qui fait des travaux principalement dans le bâti, il va se dire, moi, la norme et l'arrêté, elle est sortie dans le bâti, donc non, je n'ai pas envie que la réglementation continue d'évoluer. J'ai déjà envie de m'approprier cette réglementation qui vient de sortir. Et dans la droite ligne de cette précédente slide, on voit au travers des répondants qu'il y a une demande, finalement, en parallèle de cette mise en pause, de volonté globale d'indulgence. Alors, je m'explique. La question, c'était finalement, selon vous, qui serait susceptible d'engager des poursuites? Donc là, 2019 et 2020, on voit que, bien évidemment, si un salarié d'une entreprise ou si un salarié d'une collectivité est exposé, là, les professionnels ont bien conscience que des poursuites vont être engagées. De même, si, on va dire, des riverains ou des associations de défense s'emparaient d'un sujet parce qu'il y a vraiment eu un problème. Par contre, on voit qu'il y a une très forte baisse de l'État parce qu'on passe de 60 à 50%. Et comment ça se traduit? C'est finalement se dire, à partir du moment où moi, j'essaye de mettre en place la réglementation, je fais bien les choses, un souhait finalement de réduire la pression, d'un peu plus d'indulgence justement de l'État pour se dire peut-être que sur les démarches administratives, si par exemple l'ensemble des informations ne sont pas présentes sur un chantier, mais que les démarches ont été faites en amont, voilà, peut-être être un peu plus indulgent. Parce qu'il y a déjà cette appropriation, encore une fois, de la mise en place des protocoles liés à la crise sanitaire et beaucoup d'enjeux qui pèsent sur les entreprises et les MOA actuellement. Voilà sur les 3 principaux enseignements que je voulais partager avec vous sur cette étude 2020. Xavier le disait en introduction, hein, pour ceux qui souhaitent ou qui souhaiteraient avoir plus d'informations, je crois qu'il y a des salles privées prévues en fin de webinaire si vous souhaitez de plus d'informations. Sur le deuxième point, donc l'idée c'était de faire un focus sur les travaux normatifs et plus spécifiquement sur la voirie. Donc je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit en introduction. Vous avez entendu la loi El Khomri de 2016, le décret de 2017 avec les 6 domaines d'application. Et donc depuis 2018, de 2018 à 2020, des travaux normatifs. Donc, effectivement, moi j'ai eu la chance de siéger à côté de Marc Bury de la CARSAT qui intervenait sur la table ronde à ces travaux. Peut-être juste vous en dire quelques mots. On va dire que ça a été des travaux houleux. C'est peut-être pour ça que ça a pris 2 ans et qu'il y a un petit décalage dans le timing. Où voilà, il y avait des positions assez tranchées pour vous n'en dresser que quelques-unes. Voilà, par exemple, des sujets d'opposition de fond entre est-ce qu'il ne faut analyser que l'amiante industriel ou également l'amiante naturelle. Est-ce qu'il faut analyser, faire des repérages que sur voirie ou également sur trottoir? Comment on définit une zone homogène? Combien on fait de points de prélèvement?
Est-ce que lorsqu'on fait un prélèvement, il faut analyser qu'une seule fois finalement la carotte, ou est-ce qu'il faut faire du couche à couche? Enfin, bref, voilà, autant de sujets qui ont fait débat au sein de cette commission de normalisation qui regroupe la normalisation en France, qui regroupe l'ensemble des professionnels. Donc, il y avait les pouvoirs publics, bien évidemment, mais des représentants de maîtrise d'ouvrage publics, privés, d'entreprises de travaux, d'opérateurs de repérage, de laboratoires. Donc, comme il a été dit, l'enquête publique s'est terminée ce printemps et la norme a été transmise à l'AFNOR au mois de septembre. Et donc, il y a toujours un petit laps de temps entre le moment où l'AFNOR reçoit la norme et le moment où elle la publie. Donc, la publication, effectivement, est prévue courant décembre, ce qui fait qu'il y a un décalage par rapport au décret qui initialement prévoyait une application à partir d'octobre 2020. Ça a été dit précédemment lors de la table ronde. La norme va sortir fin 2020 et derrière, la Direction générale du travail a pour objectif de publier un arrêté qu'on appelle l'arrêté compétences, parce que cet arrêté définit notamment les compétences attendues et requises pour les opérateurs de repérage. Cet arrêté devrait sortir début 2021. Une fois que cet arrêté sera sorti, c'est pas fini, parce qu'il va falloir que du coup les organismes de formation modifient leur référentiel. Donc, proposent un nouveau référentiel, le soumettent à France Formation, et derrière, à partir du moment où ce nouveau référentiel sera validé, et seulement à ce moment-là, alors ces organismes de formation pourront quelque part proposer les modules pour mettre à niveau les opérateurs de repérage. Donc l'objectif quand même du législateur, c'est bien de professionnaliser l'ensemble de la chaîne, à la fois la maîtrise d'ouvrage, à la fois, là, on l'a vu, les opérateurs de repérage, et on n'a peut-être pas parlé, mais il y a également un arrêté laboratoire qui était sorti en octobre 2019, qui est venu aussi compléter les obligations et les attendus des laboratoires, notamment voilà, entre l'analyse, parce qu'on n'analyse pas forcément un échantillon issu du bâti comme on analyserait un échantillon issu de la voirie. Et donc, enfin, pour conclure, finalement, nouvelle réglementation, nouvelle responsabilité. Donc, il y a finalement trois professions qui sont principalement impactées. On l'a dit en introduction, et c'est d'ailleurs l'objet de ce webinaire, le maître d'ouvrage qui doit faire désormais rechercher la présence d'amiante avant tout travaux et qui a bien une obligation de moyens par rapport à l'opérateur de repérage qui, lui, a une obligation de résultat, notamment sur la base de la norme qui apparaît, parce que c'est bien lui qui sera le sachant et qui sera en charge d'appliquer la bonne stratégie d'échantillonnage, de définir les zones homogènes, ainsi de suite, et de s'assurer de la pertinence des résultats conjointement avec le laboratoire. Du coup, par rapport à une des questions qu'il y avait eu sur la table ronde, qui est de se dire, au final, si le rapport n'est pas erroné, est-ce que c'est le maître d'ouvrage qui emporte la responsabilité? Alors, je ne veux pas me substituer effectivement à une réponse que donnera peut-être un jour un juriste quand le cas se présentera, mais des échanges que j'avais pu avoir avec la DGT, la responsabilité était plutôt quand même portée sur l'opérateur du repérage et le laboratoire, si le prérequis, si le maître d'ouvrage, dans son CTP, avait un CCTP répondant à la réglementation. Mais pour la DGT, le maître d'ouvrage n'est pas le sachant, donc dès lors que son CTP est conforme à la réglementation en vigueur, c'est bien l'opérateur de repérage qui porte la responsabilité des informations qu'il réalise. Et enfin, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais il faut savoir que dans les textes, il y a aussi des évolutions pour le gestionnaire de voirie, parce que le décret prévoit que le gestionnaire de voirie mette à disposition les documents de traçabilité, de cartographie, de recherche d'amiante et HAP. Alors, il n'y a pas HAP dans le décret, mais par extension, amiante et HAP. Ça veut dire quoi? C'est que dans l'esprit du législateur, l'objectif, c'est pas qu'on réalise ad vitam aeternam des repérages amiante avant travaux pendant 50 ans, mais bien qu'on puisse capitaliser sur les informations qui vont être réalisées dès lors que ces informations sont fiables. D'où le fait de structurer au travers de la norme, par exemple, le format, l'attendu d'un rapport pour qu'on puisse se dire, OK, ce rapport, il répond aux standards, sachant qu'on ne sera plus, à partir du moment où la norme va sortir, sur des logiques de points de prélèvement, mais bien sur des définitions de zones homogènes,
qui va permettre, au niveau voilà, d'une cartographie d'un gestionnaire de voirie, de petit à petit avoir une meilleure lecture, un meilleur maillage de son territoire et de pouvoir se dire j'ai telle zone qui est amiantée, telle rue qui ne l'est pas, ainsi de suite. Voilà, j'ai essayé de raccourcir un petit peu certains points pour ne pas faire redites. Xavier, j'en ai terminé avec ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'étais en plein écran, donc je ne vois pas les questions qui pourraient arriver. Voilà, bah, du coup, j'arrête le partage de ton écran. Merci Ça Alexandre pour marche. cette présentation. Effectivement, incroyable cette étude Oui, on sur, était assez surpris. Enfin, a posteriori, voilà, finalement, les choses s'expliquent. Mais c'est vrai que de prime abord, la première fois qu'on a lu l'étude, voilà, on était assez surpris. Mais quand on échange, voilà, que ce soit avec des donneurs d'ordre, avec des entreprises de travaux, quand on voit la réalité de ces, j'allais dire de ces 6 premiers mois, mais non, mais on va dire de mars jusqu'à septembre, c'est vrai que voilà, nous, tous les échanges qu'on pouvait avoir, c'était non, on n'est plus dispo pour participer à telle ou telle réunion. On est en réunion de crise bien sûr. perpétuelle sur la partie Covid. Et donc, on voit vraiment que ça crée un vrai point d'arrêt. Très bien. Oui, non, mais c'est sûr. Alors, donc, du coup, on peut se poser la question. Là, je fais. Il faut se dire aussi, c'est qu'en 2021, il faut remettre un peu l'énergie parce qu'il y a une double énergie, c'est-à-dire que effectivement, plus d'inflation. J'entends ce mot, c'est plus d'inflation réglementaire Mmh. parce que les donneurs d'ordre, les entreprises n'arrivent pas à suivre. Et puis donc remettre de l'énergie pour que les gens se remettent à reconsidérer ce risque tel qu'il doit l'être. Tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, des réunions comme aujourd'hui, où j'entendais un autre interlocuteur parler du SPA, voilà, sont des relais de communication importants. Je sais qu'une personne de la Direct ce matin parlait aussi des fiches amiantes Ouais. que la DGT a mis en ligne, a mis en ligne sur son site. Donc c'est finalement aux différentes fédérations, aux différents organismes, au pouvoir public, et puis à voilà, des réunions telles que celles qu'on a ce matin, qui permettent de resensibiliser l'ensemble de la profession. Donc là, si on parle par exemple du domaine d'activité 2 de la voirie, on peut imaginer qu'au moment de la sortie de la norme, au mois de décembre, il va quand même y avoir un certain nombre de communications. Mais quand on voit que, alors ça n'est qu'une synthèse de ce que j'ai présenté, mais voilà, quand on voit qu'il n'y a que 40% des professionnels qui sont au courant qu'il y a une norme qui arrive, euh, on se dit qu'il y a encore du travail de sensibilisation et d'accompagnement à mener, avant Et, que dans la pratique, ça se transforme en bah oui, les gens respectent ces nouvelles obligations, cette norme et l'arrêté qui en découle. ouais. Et donc, juste pour rebondir, ce sera peut-être ma dernière question. Effectivement, Mhm. sur les gestionnaires de voirie qui doivent mettre à disposition les documents de traçabilité hein, sur le repérage, il faut quand même en parler. C'est votre métier d'accompagner finalement toutes les entreprises pour partager les repérages sur les voiries. Oui, bah, c'est vrai que voilà, je ne voulais pas forcément focuser plus sur Ouais. nos offres de services, mais effectivement, nous, on a développé du coup depuis plusieurs années maintenant une solution pour permettre d'accompagner ces professionnels qui ont déjà du mal à prendre connaissance et du coup à implémenter cette nouvelle alimentation dans leur processus métier. Et du coup, on est éditeur de logiciels, donc on les accompagne au travers d'un système d'information qui va processer finalement l'ensemble de leur chaîne dans l'instruction du risque amiante. Pour donner un exemple peut-être juste très rapide, imaginons vous êtes un maître d'ouvrage, bah, quand vous faites votre étude de faisabilité, vous êtes contraint par un certain nombre de réglementations, par exemple la réglementation anti-endommagement des réseaux, donc vous devez faire vos DTDICT, par les règlements de voirie, de là où vous avez à intervenir pour savoir si vous devez faire une demande d'arrêté de circulation, le cas échéant, contacter un exploitant de réseau sensible pour faire un rendez-vous sur site, si par exemple vous allez travailler à proximité de TMD, et maintenant d'instruire ce risque amiante. Voilà, nous, on a développé une solution qui permet au maître d'ouvrage d'éviter d'aller sur un logiciel, puis un deuxième, puis un Ah oui. troisième, puis un quatrième, et d'avoir tout et de suivre son processus métier de gestion de projet, et notamment d'instruire donc voilà, maintenant depuis plusieurs années le risque amiante au travers d'un système où le maître d'ouvrage va pouvoir centraliser l'ensemble des rapports qu'il a en sa possession. Nous, on va quelque part les dématérialiser
Derrière, l'ensemble des autres clients pourront accéder également à ces rapports. Et si d'aventure, parce qu'on l'a dit, hein, pour l'instant, on n'a pas des rapports sur toute la France, si d'aventure, on n'a pas d'informations en base, pouvoir aller contacter le gestionnaire de voirie pour voir si le gestionnaire de voirie, lui, a ces informations. Donc, une logique vraiment de centralisation, d'archivage, parce que là, pareil, je ne suis pas rentré dans tous les détails hein, de l'étude, mais on voit qu'il y a un enjeu de plus en plus fort autour de l'archivage. On a vu depuis l'an dernier, il y a 2 ans, des arrêtés autour du préjudice d'anxiété par rapport au risque amiante. Et donc, pour les entreprises de travaux, mais même pour les maîtres d'ouvrage, il est important de pouvoir, à l'instant T, mais plusieurs années après, pouvoir démontrer qu'ils ont bien fait les démarches administratives adéquates en son temps. Voilà, merci beaucoup Alexandre Je pour t'en prie. cette présentation.